Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Radio Les Insolites à Tanger. Aujourd'hui, cap sur la Guadeloupe et retour dans le passé avec notre invité Honoré Moustache. Honoré, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour Stéphanie, merci pour ton invitation et merci surtout d'avoir prévu les croissants pour cet entretien. La raison de cette émission, en fait, c'est la publication du roman Déflagration aux éditions L'Harmattan, qui est sorti cette année. Quelques mots sur toi. Je disais cap sur la Guadeloupe, tu y es né. Tu y as grandi dans une société matrifocale, terme important dans ton écriture et dans la pratique de ta profession, puisque tu partages ton temps de psychologue, psychanalyste et ethnologue entre Paris, la Guadeloupe et Tanger, où tu résides une grande partie de l'année depuis de nombreuses années. Après des grands écrits, j'ai envie de dire scientifiques, techniques, tu es passé à la narration littéraire, à une fiction, c'est un autre cadre d'écriture, un autre cadre narratif. Avant d'aller vraiment dans le fond du sujet, dans le fond du roman, je vais te demander de manière assez simple, pour ouvrir notre discussion, les circonstances d'écriture de Déflagration, roman dans lequel est mise en scène une jeune femme, Maude, qui est fille unique d'une famille assez traditionnelle. On est dans les années 1967, donc fin des années 60. Le monde est en plein tourment, la Guadeloupe aussi. Les divers territoires qui ont été plus ou moins partie du monde français se révèlent, se rebellent parfois. Et Maude tente une percée d'indépendance dans une famille très austère. Et malheureusement, elle va subir un viol. Raconte-nous pourquoi tu as écrit ce livre, dans quelles circonstances, et ensuite on entrera plus avant dans ce texte très fort, très dense, très intense. Merci, bien entendu. Écoute, j'ai voulu, c'était pour moi une manière de faire un retour en Guadeloupe et surtout de rendre hommage à des événements qui ont eu lieu en 1967, en mai 67, donc connus en Guadeloupe pour mai 67. Alors ce sont on était peu de temps après la guerre d'Algérie, donc la guerre d'Algérie a eu lieu en 62, et beaucoup d'Européens qui vivaient en Algérie donc cherchent un lieu pour atterrir. Et donc la Guadeloupe, la Martinique, un regard avec ce qui s'est passé donc dans ce pays, a envie aussi de plus de liberté, plus de justice sociale, et donc voilà car arrive donc en Guadeloupe le préfet qui s'appelle Bounet et qui avait sévi en Algérie. Cet homme est très dur, il est très rude et il a envie d'en découdre avec les autres départements d'outre-mer, et il y a une manifestation donc dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre, des ouvriers qui sont en grève et qui demandent une augmentation de salaire. Alors cet homme trouve justement, pour lui c'est une aubaine, donc pour exprimer sa violence, son agressivité. Il demande l'autorisation au général de Gaulle de s'occuper de cette affaire, et il utilise l'armée et les CRS en Guadeloupe, et il tire à balles réelles sur la population. Il y a plusieurs dizaines de morts et de blessés. Il y a des ratonnades pendant 3 jours à Pointe-à-Pitre, et donc les corps sont enterrés à la va-vite. Et cette affaire n'a eu aucun retentissement en France métropolitaine, et il a fallu attendre le gouvernement de François Hollande, la présidence de François Hollande, pour
qu'on fasse voilà, pour qu'on puisse en parler en fait. Oui, une sorte de reconnaissance, de ce moment ce tragique. moment, ce qui est quand même Complètement, c'est terrible. Voilà. Donc c'était pour rendre hommage à mai 68, à mai 67 plutôt. Oui, c'est 67. 67. Ouais. Et puis donc parce qu'en fait bon là on parle quand même donc c'est une affaire de femmes donc déflagration. Les années 60 ont été des années de bouleversement donc sous le plan mondial donc les décolonisations mais aussi pour les femmes. Alors 65 les femmes peuvent ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. 66, elles peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari. Et puis 67, l'année qui nous concerne dans le roman, la pilule contraceptive est en vente libre. Hein, voilà, on est dans des années de révolution. Et puis peu de temps après, donc on a aussi la loi Veil sur la contraception, sur l'avortement. Voilà. Donc, les années 60, pour moi, sont des années phares et du coup, donc, je tenais à rendre hommage à cette décennie. Voilà. En quelque sorte. Donc, Maud, dans ce roman, qui est le pivot central du livre, mais il y a beaucoup de personnages, c'est un livre qui est articulé avec différentes figures. Il y a la figure patriarcale, le père de Maud est un homme qui a réussi à la force du poignet, quoi. C'est un homme d'affaires, il gagne de l'argent. Alors on dit la force du poignet, mais aussi peut-être la force de la stratégie, de la réflexion, des arrangements. Voilà. Enfin, il faut une certaine forme d'intelligence pour être un excellent entrepreneur, j'ai envie de dire. Il exerce quand même une autorité de fer sur sa femme et sur sa fille, notamment Maud, qui a reçu une éducation religieuse très forte, j'ai envie de dire, qui infuse ses actes, ses comportements, son désir. Et cette jeune femme, le roman ouvre sur une scène, alors en fait sur une scène qui arrive de l'extérieur, c'est les autres qui parlent, il y a des voix externes qui parlent de Maud et du drame qu'elle vient de vivre. Donc en fait le livre ouvre sur une scène pas vraiment racontée mais reportée de viol, reportée par les autres. Et qui va devenir un peu la scène primitive de tout le livre. Raconte-nous quelque chose d'assez surprenant déjà, c'est le regard d'un homme écrivain sur un viol qui est un moment ressenti par une femme, qui est écrit avec beaucoup de pudeur et beaucoup d'intelligence. Voilà, pour moi c'était important que tu puisses en parler et qu'en fait, pas seulement les personnes qui ont vécu de l'intérieur un viol en parle, en fait, qu'il y ait aussi d'autres personnes qui puissent aborder ce sujet. Parle-moi un petit peu, pour moi c'est très important qu'on l'aborde. Bien sûr. En fait, tu veux que je résume un petit peu donc, oui, je pense que c'est important si on peut donner les grandes lignes. Oui, voilà. En fait, justement, mai 67, une jeune femme, nous sommes en Guadeloupe, une jeune femme de la bourgeoisie locale, donc très aimée par son père, disparaît. Elle est retrouvée 4 jours plus tard sur une plage. Elle est à moitié morte. Elle a subi un viol. Et ce viol va être le point de départ, comme tu disais, du roman, et ce qui pose quand même des questions fondamentales. Pourquoi, qui a pu commettre ce forfait? Et puis cette femme va-t-elle se remettre de son traumatisme? Alors donc l'auteur va nous balader entre la Guadeloupe, le lieu du forfait, et la métropole, où il partira Maud après le viol, pour nous raconter, pour nous narrer cette histoire de manière temporelle et on ira à la rencontre de Maud dans sa famille. Elle vit derrière les murs d'une villa. Elle est très aimée en apparence par sa famille, mais très vite cette photo familiale va se craqueler et on va l'apercevoir, elle est traquée, elle est muselée on sent que l'amour côtoie la violence. Et en fait, cette violence est très en lien avec une église catholique très corsetée, très rude.
Et ensuite, on va retrouver Maud après le viol. Elle sera à Paris, donc où elle est partie se réfugier parce que après un viol, on peut pas rester dans sa localité. On est en Guadeloupe, dans une société du regard où tout le monde vous connaît, etc. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Donc Voilà. ça Donc, aussi, il faut oui, échapper au regard. oui, il faut échapper au regard et qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Voilà, toutes ces questions se posent. Elle est face à son destin, un destin pour lequel elle n'est pas préparée. Va-t-elle advenir? Et puis, quel type de relation elle aura dorénavant avec ses parents, hein? Voilà, ça, le roman, toutes ces questions sont posées, ils sont résolus dans le roman et donc c'est une lecture qui est très dense, comme tu disais, qu'il faut garder comme ça, il faut rester là-dedans et puis aller jusqu'au bout pour comprendre un peu cette trajectoire donc de femme. En fait, c'est un portrait de femme, un portrait un peu au couteau, hein, c'est ce que tu me disais, qui met en évidence les luttes et les défis auxquels sont confrontées les femmes pour advenir, pour acquérir leur liberté. Hein. Oui, c'est un livre qui met en scène une quête impressionnante, en effet, d'émancipation, de liberté. Ce drame, beaucoup de femmes le vivent. Je pense que dans ta pratique professionnelle, évidemment, tu en as beaucoup vécu, enfin, par procuration, j'ai envie de dire, c'est terrible comme terme. Oui. En effet, les hommes prennent assez rarement la plume pour écrire sur le viol. Il peut arriver, il y a quelques livres qui ont été publiés où c'est un violeur qui parle, où c'est l'homme en tant qu'agresseur qui s'exprime. Là, c'est un homme qui écrit sur une femme qui est agressée. Le narrateur est extérieur. Il y a divers narrateurs d'ailleurs. Enfin, il y en a un, mais il y a beaucoup de voix qui reprennent le récit de Maud ou celui qu'elle n'arrive justement pas à faire. Comment est reçu ce texte? Parce que tu l'as beaucoup présenté. On l'a présenté il y a quelques semaines à Tanger. J'ai vu aussi un certain émoi de la part de la population féminine. Les femmes avaient besoin de parler avec toi, tu vois, de venir vers toi. Aucune femme ne peut être neutre quand on aborde le sujet du viol, parce que j'ai le sentiment que toute femme est une potentielle victime d'un viol, même quand elle ne l'a pas vécu, elle est toujours en situation de précarité. Comment c'est reçu de la part du public féminin? Je l'ai présenté en Guadeloupe pendant 2 mois cet été. Ça a beaucoup fait résonance chez donc les Guadeloupéens, puisque d'une part parce que le scénario, l'intrigue se passe en Guadeloupe, et d'autre part, comme toutes les femmes, donc elles se sont senties très concernées par ce phénomène qui est un phénomène c'est une problématique qui est vieille comme le monde et qui perdure. Malheureusement. Malgré les prises de parole, malgré les luttes, hein, des femmes, c'est de la sororité qui est parmi nous depuis quelque temps. Alors ça a été très très bien perçu de la part vraiment de toute la population, étonnamment. C'est une population rurale, hein, la population guadeloupéenne, et le viol se pratique dans la ruralité, et comme tu sais, dans la ruralité, on ne peut pas, c'est l'omerta, on sait tout, mais on ne sait rien. Oui, c'est verrouillé. C'est verrouillé, j'ai eu beaucoup de retours très positifs de la part de femmes qui ont entre 40 et 60 ans, mais aussi de la part de femmes plus jeunes et de la part d'adolescentes me disant bravo, donc pour une fois qu'un homme prend la parole sur cette thématique, les choses évoluent, au moins vous pouvez en parler, et 3 femmes sont venues un peu en aparté me dire vous savez, moi aussi j'ai été violée. Voilà. Donc ça a eu vraiment je crois que ça fait résonance, et à Tanger, suite à
à notre petite conférence, 6 jeunes femmes bon, qui ont environ la vingtaine sont venues me féliciter et me dire j'aurais aimé que des hommes marocains soient à votre place pour en parler. Ça viendra peut-être. Ben j'espère. Écoutez, la société évolue et j'espère que d'autres prendront le relais et donc véhiculeront cette parole. Hein. Je crois que c'est vraiment une prise de parole qui concerne l'humain, qui nous concerne tous en fait. Bah, ça concerne autant les hommes que les femmes, cette question du viol, il y a une particularité dans ton livre aussi, c'est la notion de prendre place dans un corps, qui m'a semblé vraiment capitale. Il y est beaucoup question de désir et de désir contrarié, donc de frustration. Comme souvent dans les sociétés qui sont extrêmement moralistes, puisque beaucoup de sociétés qui fondent leur vécu et leurs liens sociaux autour de la religion, il y a de la morale, et donc il y a de la honte et il y a de la culpabilité qui mènent, me semble-t-il, à une forme de frustration. Donc dans ton livre, c'est très fort, hein, il y a des grands passages où les personnages vivent, et pas seulement Maud, une sexualité extrêmement contrariée, extrêmement compliquée, totalement honteuse, qui en devient une sorte d'obsession, comme une forme de névrose en fait. C'est-à-dire ces personnages qui ne savent pas vivre leur sexualité de manière épanouie, sereine, amoureuse avec leur propre corps, se font violence perpétuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas seulement Maud qui subit sur son corps de la violence extérieure, elle en provoque sur elle-même aussi parfois. Et j'ai eu ce sentiment, dans cette quête de liberté, en fait c'est un grand chemin initiatique de comment, quand on arrive au monde de manière très contrainte, il faut écarter les barreaux, les barrières, et ce chemin est tellement long, mais j'ai eu ce sentiment, avec beaucoup de tristesse, d'une sexualité empêchante, punissante. Alors, on a l'impression d'être constamment emprisonné peut-être, et comme c'est long d'accéder à de la légèreté, de la beauté, du plaisir sans arrière-pensée. C'était important pour toi de marquer, il y a des grands moments dans le roman où le désir est là, il est très fort, il anime beaucoup tes personnages, et en même temps cette sexualité elle est tordue, est-ce que je me trompe ou est-ce que... Voilà, c'est important d'en parler parce que dans la littérature, et c'est absolument pas un livre pornographique, parce que voilà, je voudrais surtout qu'on fasse la différence et pas l'amalgame. C'est un livre sur les désirs et comment ils nous habitent et ils nous contredisent. Mais c'était important pour toi que ces personnages de chair, ils soient aussi, ce soit aussi difficile pour eux de se reconstruire à travers la chair. Bien sûr, je souriais en t'entendant, je sens que tu as bien lu le livre et donc tu l'as bien senti. On aurait pu l'écrire à deux. J'aurais peut-être pas eu ce talent parce que c'est très dur d'écrire un roman et c'est très dur de faire des personnages qui sont justement, je veux dire le terme, en chair, en souffle, en âme et en os. Et j'aime écrire, beaucoup de personnes le savent, j'ai beaucoup de mal à écrire des romans parce que justement je trouve qu'il faut avoir un esprit très complet, un excellent sens de l'observation. Et voilà, et aborder la question de la sexualité sans tomber dans la vulgarité. Alors ça, c'est, je pense aussi ta force en tant que psychanalyste et psychologue, c'est de percevoir les ressorts internes. Et ils ressortent bien. Enfin voilà, justement, la mère de Maud est un personnage aussi important. C'est la cheville ouvrière aussi du livre. On a dit au tout début, tu as grandi dans une société matrifocale. Et en fait, matrifocale, donc, qui serait axée sur la femme en tant que mère, en tant que fonction. La mère de Maud, elle est à la fois une sorte de revers d'elle, de Maud, et à la fois la complice du mari, la complice du patriarcat. On peut en parler un peu, et elle est aussi enfermée dans une sexualité assez étrange. Tout à fait. Mais en fait, nous sommes donc sous l'égide du patriarcat, le patriarcat mondial qui domine le monde, qui domine la politique, le juridique et qui domine les femmes. Hein,
Et patriarcat doublé du pouvoir clérical, le pouvoir de l'Église. Et on sait bien que l'Église, le regard de l'Église est axé sur les femmes particulièrement et sur la sexualité des femmes. Donc ce qu'elles font, ce qu'elles portent sur leur jupe, etc. Et j'ai voulu vraiment mettre l'accent dessus et montrer qu'on n'est pas libre, hein, et particulièrement les femmes, elles ne le sont pas. Et elles sont toujours regardées sous le prisme du corps, hein, et sous le prisme du corps. Donc le corps des femmes est tout le temps mis en scène. Elles sont punies au moindre, à la moindre prise de liberté. Et en fait, on est dans les années 60, nous sommes aux Antilles où l'Église catholique est prégnante, et c'est en plus, on sort donc depuis quelques temps donc de l'esclavage, mais les Antillais donc sont entre l'Église et le pouvoir politique métropolitain, c'est-à-dire la mère France. Et ils n'ont pas, il n'y a pas d'alternative, et le prêtre donc représente un peu le pouvoir, donc c'est Dieu, et c'est aussi la main donc armée un peu du pouvoir central. Et je disais donc que en France, il y a eu donc la scission entre l'Église et l'État. Aux Antilles, donc c'était dans le texte, mais pas dans la réalité, pas dans la pratique. Pas dans la pratique. Donc tout ce que tu dis, donc cette sexualité qui est bridée, qui est contrariée, donc c'est la conséquence de ces deux pouvoirs qui sont très très présents dans l'espace antillais. Et alors les femmes on les sent mal, elles sont très très névrosées, elles sont contrariées, et donc elles font ce qu'elles peuvent, mais dès qu'elles ont un peu de plaisir, elles se punissent, hein, très très vite, hein. Plaisir, punition, plaisir, punition, châtiment, enfin, donc comme on a connu, en fait, c'est l'ordre religieux, donc est comme ça partout, hein. Donc, oui, pratiquement. Ou alors il n'existe, en fait, il n'annonce le plaisir de la chair oui, que dans le cadre très réglementé du mariage. c'est ça. Voilà. Voilà. Alors, Oui. enfin, j'ai envie de dire que beaucoup de religions peuvent parler du corps, et il ne devient plus honteux lorsqu'il est soumis, oui, à un quadrillage très serré, Du mariage. voilà, du mariage en fait. On a encore très peu de minutes, 1 minute. J'ai envie juste de sortir un peu du roman, donc Déflagration, qui est Ouais. assez explosif, comme le dit ou implosif en fait, hein, ça déflagre à l'intérieur. On parlait au début de ton écriture scientifique, de l'écriture un peu plus technique, qui doit être argumentée, convaincante, etc., qui s'adresse à des professionnels, hein, de ton domaine. Avant d'être un auteur, tu deviens un auteur naissant, hein. Quand on écrit un premier roman, on attend la suite, on a envie d'autre chose. Quel lecteur es-tu aussi? Parce que pour moi, c'est indissociable. Je pense qu'il y a des gens qui écrivent sans avoir lu, mais c'est finalement assez rare. Et quel lecteur es-tu et quel écrivain aimes-tu? J'aime bien clôturer sur ça. Est-ce qu'il y a un livre dans ta vie qui a été fondamental et qui t'a habité en te disant tôt ou tard, j'aimerais atteindre à quelque chose qui ressemble à ce livre-là? Mais alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais bon, je vais aller vite. Alors, j'ai beaucoup lu Racine quand j'étais jeune, et c'est Racine qui m'a donné le goût de la tragédie. En fait, donc on sent que je suis dans le roman, et donc c'est une tragédie. Et puis donc cette manière de construire des personnages d'un point de vue psychologique, hein. Donc c'est des tableaux psychologiques, comme tu précisais au début. Et Racine savait très bien le faire. Donc quand on lit Andromaque, Phèdre, etc. Et j'ai aussi j'aime
bon, je suis un lecteur assidu de William Faulkner, de Toni Morrison, de Baldwin. Donc, bon, tous ces gens-là, je crois ils ont beaucoup milité pour les droits de l'homme. Tout à fait. Voilà, et en fait, j'aimerais bien leur ressembler, être un peu dans leur sillage. Ouais, Voilà. j'ai envie de te dire, c'est un peu... Moi aussi, je pense que c'est des personnes, des personnages, des figures importantes. On est à une époque où beaucoup des textes, particulièrement de Baldwin, reviennent, ressortent, sont lus. Ça me semble indispensable. Il y a un moment où il était un peu invisible, et puis il l'est plus, donc ça c'est très bien. Honoré, merci beaucoup. On va passer aux croissants, on va aller manger les croissants. Merci. Je rappelle le titre du livre, Déflagration. Il est en vente aux Insolites, il en reste quelques exemplaires. Si vous n'habitez pas à Tanger, vous avez le loisir depuis la Guadeloupe, le monde entier, de le commander aux éditions L'Harmattan. Merci encore Honoré et à bientôt pour Radio Les Insolites. Merci beaucoup Stéphanie pour tout ce que tu fais. Vraiment, je te salue. Chapeau bas pour le travail que tu fais. Je suis très très ému d'avoir fait cet entretien avec toi. Merci et à bientôt. À bientôt.